Bonjour chers invités, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre du projet Amplifier les voix des jeunes féministes en Afrique de l'Ouest. Le collectif Voix féministes conduit un plaidoyer pour la mise en place et l'amélioration des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences sexistes et sexuelles au Niger et dans 8 autres régions de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons sur ce plateau, je vais commencer d'abord par les dames. Madame Khadijatou Idani, notre jeune féministe radicale qui nous a rejoint aujourd'hui sur ce plateau. Je suis en co-animation avec Babs Magaji, Monsieur Tambari Idrissa, sociologue, et moi-même Malika Karimou. Alors, sans plus tarder, je crois que je vais commencer par vous, Monsieur Tambari. Bienvenue. Merci Malika. Je vous en prie. Alors, Monsieur Tambari, dites-moi, en tant que sociologue aujourd'hui, pourquoi est-il crucial de collecter des données précises sur les violences sexuelles et sexistes dans notre société? Qu'en pensez-vous? Alors, merci beaucoup Malika pour cette occasion aujourd'hui de venir sur ce plateau pour échanger sur les questions de violences sexuelles et sexistes. C'est un réel plaisir pour moi de venir ici parce que, en fait, avant de répondre à la question directement, il faut savoir que quand on parle de violences sexuelles, on ne parle pas que de violence en tant que telle, mais dans les violences, il y a le viol, il y a le harcèlement sexuel, il y a l'abus sexuel, et tout ça, là, c'est ça qui englobe pour dire qu'il y a la violence sexuelle. Mais maintenant, par rapport aux données sur les violences sexuelles, il est important d'avoir des données sur les violences sexuelles parce que aujourd'hui, il faut voir ça sur deux angles. Il y a d'abord l'angle politique et l'angle technique. L'angle politique, c'est quoi? C'est les décisions politiques, que ce soit les décisions au niveau des différents États ou les décisions au niveau des différentes institutions sur les questions de violence sexuelle. Et la pertinence et la qualité des données sur les violences sexuelles peut orienter un chef d'État ou une grande institution à prendre des décisions au niveau politique sur les questions de violences sexuelles. Et au niveau technique, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut partir aujourd'hui faire une activité sur les violences sexuelles dans une région précise ou une commune précise du Niger sans pour autant avoir les données sur la situation des violences sexuelles dans la commune. Ce qui va faciliter aujourd'hui à un technicien qui veut faire une formation dans une commune précise sur les questions de violences sexuelles, de lire à travers ces données pour savoir qu'il y a un besoin réel dans cette commune pour intervenir afin d'éradiquer cette question de violence sexuelle. Donc voilà pourquoi il est vraiment crucial d'avoir des données fiables pour pouvoir orienter les deux niveaux politiques et techniques et trouver la solution sur les questions de violence sexuelle. Merci Tambari. Malika, si tu me permets. Oui, bien sûr, vas-y. Très importante. Aujourd'hui, le thème étant l'importance de la collecte des données sur les violences sexuelles et sexistes. Khadijatou Idani, en tant que féministe et en tant que personne qui crée assez de contenu sur le sujet, surtout sur le sujet allant sur le sexisme et les violences sexuelles, en quoi la collecte des données sur les violences sexuelles et sexistes peut-elle contribuer à faire reconnaître l'ampleur de ces problèmes dans la société? Ok, merci bien pour la question. Je pense qu'il est très important d'avoir ces données, de les chiffrer sur les violences sexuelles et sexistes, comme Tambari l'a dit tout à l'heure, parce que nous sommes dans une société où la majorité des personnes sont dans le déni. Ne pas reconnaître que c'est quelque chose qui existe, ne pas reconnaître que le sexisme, la violence sexuelle existe et que ça détruit les vies. Aujourd'hui, collecter ces données, ça va servir, c'est comme des évidences. C'est des évidences que nous allons produire et que nous allons dire, bah, voilà, en 2020 ou de 2020 à 2024, il y a eu 1000 cas de viol au Niger, où il y a eu 2000 cas de remarques ou de discours sexistes à l'égard des femmes.
ça c'est précis et c'est des évidences. À ce moment-là, je pense que la personne qui va choisir d'être dans le déni fait partie du problème. Mais ce n'est pas un questionnement du genre est-ce que c'est vrai, est-ce que ça existe? Parce qu'on a produit des données. Et c'est tout un processus pour produire ces données. Donc voilà, et au-delà de ça, ça va énormément contribuer non seulement à y mettre fin, mais également à prendre en compte d'autres aspects. Peut-être quand on travaille sur la question sans pour autant avoir conscience de l'ampleur réelle. Aujourd'hui, je peux dire qu'un seul cas de violence sexuelle est déjà de trop. Ça, je crois fermement à ça et c'est ma conviction. Mais est-ce que tout le monde partage votre conviction à cette vision? Et c'est réellement pas le cas. Mais au fait, le fait d'avoir ces données va aider à avoir plus de personnes qui vont comprendre l'ampleur de la chose et y travailler et s'investir pour y mettre fin, parce que c'est clair que c'est inacceptable, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où la violence sexuelle et sexuelle prennent de plus en plus de l'ampleur. Pourtant, donc voilà. Vu l'urgence. Et c'est urgent vraiment de produire ces données. Et d'où l'intervention de Madame Khadija me fait penser surtout aux violences sexistes, avant même d'arriver aux violences sexuelles. En tant que sociologue, selon vous, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour, avant même d'arriver à l'acte sexuel, il faut d'abord éradiquer les violences sexistes, les diffamations, la misogynie, les insultes, tout ce qui entraîne, parce que c'est de là aussi que naît la violence. C'est des mots que naît vraiment les violences. Alors, qu'en pensez-vous des violences sexistes? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé que du sexuel, mais le sexiste aussi, les femmes font, je dirais que les femmes font aussi face à des violences vraiment, vraiment très sexistes, si on peut le dire, qui les empêchent de s'épanouir, que ça soit professionnellement, dans la vie sociale. C'est vraiment un frein pour leur épanouissement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, bon, Malika, ce que je pense de ces violences sexistes, c'est qu'il faut savoir que, en fait, ça dépend aussi, si tu prends de manière globale, ça dépend de la culture et aussi de la société. Parce qu'aujourd'hui, ces violences sexistes varient d'une société à une autre et d'une culture à une autre. Aujourd'hui, le cas de ces violences sexistes, aujourd'hui, si on fait une comparaison d'une société européenne à une société africaine ou d'une ville à une ville nigérienne, cela va te permettre de voir que peut-être il y a une différence par rapport au comportement, par rapport aux habitudes, par rapport à la manière de faire des gens qui sont dans cette société. Et plus précisément, si on revient ici au Niger, c'est quelque chose qui est souvent lié à la culture et aussi à l'éducation de la population. Aujourd'hui, ce que les gens jugent d'injuste ou d'anormal par une fille, jusqu'à faire des jugements sexistes, peut-être quelqu'un qui n'a pas la même éducation et la même culture que la personne qui est ici au Niger ne peut pas avoir le même jugement. Et ça diffère au fait de la conception des gens dans leur tête. Parce que si tu prends un petit exemple, en termes d'habillement, si une personne vit en Europe et qu'il porte des habits qui sont vraiment pour elle, ça libère son corps pour s'épanouir parce qu'elle ne peut pas être toujours cloîtrée et coincée. Elle n'aura aucun jugement de valeur, que ce soit au niveau de la société ou de son entourage. Et au contraire, si tu fais le même habillement dans une société africaine ou au Niger, tu vas voir beaucoup de gens qui vont commencer à t'insulter, qui vont dire que c'est la dépravation des mœurs, c'est l'exposition, l'exhibition. Donc, tout ça, c'est des choses dont il faut d'abord connaître que c'est lié à la population et non juste lié à un comportement qui est lié à une seule personne. Mais c'est de manière globale, c'est lié à la société. Merci. Donc, voilà.
Merci beaucoup, monsieur. Merci Tambari. On retourne directement sur Khadija. On a entendu l'intervention de monsieur Tambari et je sais que vous allez répondre sur ce qu'il dit. Sauf qu'on va rester dans le cadre. Dans le cas, exactement. Madame Khadija, comment les données recueillies peuvent-elles être utilisées pour plaider en faveur des changements politiques et législatifs visant à lutter contre ces violences sexistes et sexuelles? Merci. Je l'ai dit tout à l'heure, ces données seront des évidences. Et comment est-ce qu'elles seront utilisées? Je pense que la première des choses, ça sera leur vulgarisation après la production, parce que c'est un défi que nous avons. On produit souvent des données, mais qui restent cloîtrées, dans un cloîtré où c'est vraiment un cercle restreint qui en savent. Et pour pouvoir mieux les utiliser et que ça influence les politiques et les amène à prendre des décisions, il faut que ces données soient vulgarisées. Que la population, l'ensemble des acteurs clés qui interviennent ou qui contribuent d'une manière ou d'une autre à éradiquer ce fléau puissent prendre connaissance de l'existence de ces données-là. Ça va permettre à tout un chacun, dans son domaine ou au niveau de sa sphère de responsabilité, d'utiliser ces données pour prendre des décisions. Ou d'utiliser ces données pour plaider. Ce qui va faire en sorte que nous serons plus, ça va être des décisions pertinentes, des décisions éclairées, et ça va nous permettre de prendre des décisions juste, pas de façon globale, mais des décisions spécifiques. Ça va nous éviter des lois bateaux ou des décisions bateaux, parce qu'on est dans l'estimation, on est dans l'imagination. Là, c'est des évidences. Et en vulgarisant ça, on va permettre à tout un chacun de l'utiliser. Que ce soit les organisations, on sait que dans nos pays, nous menons énormément de plaidoyer pour attirer l'attention sur des problèmes et des fléaux. Et quand ces données sont vulgarisées, nous allons les utiliser tout le temps pour pouvoir communiquer, pour produire des messages, pour pouvoir sensibiliser. Ça va permettre à ce que quand des décisions, des lois ou des politiques sont prises, ça va éviter plus des jugements, les bad buzz, les bad flash, tout ce qui va avec parce qu'on connaît le contexte et aujourd'hui c'est que nous vivons au Niger. Donc je pense que c'est de cette manière-là et ça va permettre également que l'ensemble des investissements, soient vraiment des investissements axés sur le résultat. Et que ça réponde à un besoin qui est là. Si on a 1000 cas, l'objectif dans 2 ans est de revenir à 30 cas ou à 30 ou à 20. Ou même à néant. Ou à néant, pour un début. Tu vois, on se fixe cet objectif qui est réalisable. Et on investit le nécessaire pour réaliser. Et après ça, on s'investit maintenant pour dire, voilà, c'est 0 cas. Et on sait qu'on a suivi tout un échelonnage de façon, en se fixant des objectifs SMART qui sont réalisables. Et ça permet vraiment d'économiser non seulement nos énergies, nos stratégies et ne pas avoir des doublons parce que tout le monde part dans la même chose en imaginant dans sa tête ce qui doit être fait. Mais quand on a ces directives-là, ça permet d'être efficace et efficient dans la prise de décision, dans les actions de terrain, dans l'investissement également. Exactement. Et je dirais surtout sur le terrain, vous qui êtes les organisations, qui êtes tout le temps sur le terrain, en contact direct avec ces femmes-là, ces jeunes filles-là, ça va vous permettre, parce que je me dis, une femme, quand elle sait que l'autre aussi est en train de subir la même chose qu'elle, elle va se dire que bon, je ne suis pas la seule. Si l'autre a pu dénoncer, je peux aussi le faire. Et ça va passer vraiment subtilement. Alors, Monsieur Tambari, on revient à vous. Comment les biais socio-culturels peuvent-ils influencer la manière dont les données sur les violences sexuelles et sexistes sont collectées et perpétrées? Par rapport à cette question sur les biais socio-culturels, il faut regarder que quand on parle de biais de déstabilisation sociale qui pouvaient juste permettre à une personne d'accepter juste une chose parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça dans la société, tu seras obligé de suivre. Tu n'as pas ton mot à dire. Ton mot à dire, tu es coincé, tu devrais suivre, alors que ce n'est pas comme ça. La dynamique sociale vraiment dit qu'il faut savoir que la société change, la société évolue et qu'il y a certaines valeurs, il y a certaines cultures
ou bien certaines choses qu'il faut abandonner à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas être trop conservateur et dire que c'est ce que nos grands-parents ont fait. Tu es obligé de faire ça. Exactement. Et là, ce n'est pas vraiment de nature à dire que c'est une société qui évolue, qui avance. Exactement. Parce que il faut s'adapter au changement de la société. Les sociétés sont interliées. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les autres sociétés évoluent, si les autres sociétés avancent, vous n'allez pas dire que vous allez rester au même niveau de développement sans pour autant ouvrir votre esprit, ouvrir à d'autres cultures. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des cultures où aujourd'hui, le fait de faire des interactions entre les deux cultures ou bien plusieurs cultures, ça te permet de capter certaines valeurs dont toi tu n'en as pas. Donc moi je pense que ce n'est pas une chose dont il faut vraiment s'entêter, c'est le moment de savoir qu'il est temps de se libérer, le temps de changer la mentalité pour savoir que ce n'est pas parce que les grands-parents ont fait que les jeunes devront le faire et c'est une norme, alors que non, ça peut changer. Est-ce que ça aussi, c'est pas le déni parce qu'il y a beaucoup de choses que nos grands-parents ont fait qu'on ne fait plus. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est sélectif par rapport à ce qu'on doit abandonner et ce qu'on... Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos grands-parents ont fait, mais on ne fait pas. Donc, on préfère vraiment rester dans le déni sur certaines choses on est égoïste, si on peut le dire vraiment. La question, exactement. Les grands-parents avaient le choix. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses dont vraiment il faut analyser ça de manière globale pour comprendre la question en tant que telle. Donc, ce n'est pas des choses dont il faut juste prendre une décision pour partir dire que je vais prendre la décision de changer, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Mais il faut d'abord regarder le contexte dans lequel tu vis et de savoir que vraiment cette chose, est-ce qu'il y a lieu de la maintenir ou pas? Et de savoir que si vraiment ça n'a pas sa place, il est temps d'abandonner ces pratiques. S'il n'a aucune valeur ajoutée dans notre quotidien. Il faut abandonner la pratique. Alors, comme l'aurait dit Tambari, il faut s'ouvrir au débat, il faut vraiment accepter la diversité et également accepter le changement générationnel qui est surtout là aujourd'hui. Comme l'a dit Khadijatou, est-ce que nos grands-parents avaient le choix sur certaines choses? Aujourd'hui, on remarque que il y a des personnes qui sont là qu'on appelle activistes, influenceurs, féministes. Il y a tellement de mots. Avec une activiste, moi je préfère l'appeler activiste. Je l'appelle affectueusement féministe parce qu'elle l'est. Mais en tant qu'activiste, je vais te poser une question. Tu vas me répondre à la place au nom de tous les autres activistes. Oui, bien sûr, parce que c'est vous qui avez surtout. Exactement. Les données, vous avez accès à la collecte et tout. Donc aujourd'hui, ça m'envoie à te demander quel rôle les activistes féministes surtout peuvent-elles jouer dans la collecte de l'analyse des données sur les violences sexuelles et sexistes? Ok, d'accord. Déjà pour ta question, je serais plus à l'aise de répondre au nom ou des activistes féministes, mais pas au nom de l'ensemble des activistes. Parce que tous les activistes ne parlent pas à la base des données ou ne cherchent pas à connaître ce qui est là avant de parler. Tout leur souci, c'est de produire un contenu. Maintenant, par rapport au rôle que les activistes féministes peuvent jouer dans la collecte et le traitement des données sur les violences sexuelles et sexistes, c'est d'abord un rôle de veille. De veille, je le dis pourquoi? Parce qu'on doit assurer la veille sur tout le processus, du début jusqu'à la fin en termes de collecte de données. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir à avoir des données pertinentes et évidentes, il faut déjà une équipe ou des outils qui permettent à le collecter. Pour faire clair, il faut qu'il y ait les moyens en termes de formation de l'équipe qui va produire ces outils-là en termes de questionnaires de ceux qui vont aller sur le terrain. Parce qu'il y a des questions déjà sexistes et problématiques qu'il ne faut pas poser pour recueillir des données. Exactement. Parce que le résultat sera biaisé. Et pour ça, si nous assurons ce rôle de veille et de suivi pendant la collecte et le traitement de ces données, ça nous permettra d'alerter.
Ça veut dire qu'on s'invite et on devient des parties prenantes dans tout le processus. Exactement. Ça nous permet d'alerter et de produire des contenus pour interpeller qui de droit, parce que c'est déjà ce que nous faisons. Que ce soit les autorités, que ce soit les partenaires, l'ensemble de la société, l'ensemble des parties prenantes. Donc, le fait que nous puissions être à jour dans ce processus-là, ça va nous permettre de jouer notre rôle et notre partition pour s'assurer à ce que vraiment que le processus soit justement au service le processus ne soit pas également sexiste, si je peux le dire. Que ça réponde vraiment. Exactement. Et qu'on n'ait pas une équipe problématique ou un processus problématique pour aboutir à des données que nous savons clairement ne représentera pas la réalité. Ou va encore venir minimiser le vécu des femmes ou peut-être venir dire autre chose que ce que nous vivons. Donc il y a ce rôle-là et après c'est également de servir de rôle de relais avec ces données-là. Il faut que nous puissions communiquer, que nous puissions partager, que nous puissions analyser les données. Parce que les données, il faut également les analyser pour pouvoir comprendre tous les contours, les non-dits. On a 1000 cas. 1000 cas, ça veut dire quoi? Et ça, il faut une analyse. Il faut produire des contenus sur ça pour pouvoir poser le débat, pour pouvoir pousser la réflexion à tous les niveaux, loin, pour que les gens puissent comprendre que derrière les données, il y a toute une histoire. Et cette histoire-là, il faut bien la raconter. Et je pense que c'est également le rôle qui nous revient en tant qu'activistes féministes. Quelque chose que nous faisons déjà et que nous allons continuer à amplifier nos voix pour pouvoir mobiliser d'autres personnes à faire de même. Exactement. Et c'est, je dirais, même une étude minutieuse, vraiment, vous devez mener. Parce que les questions de violence sexuelle et sexiste sont tellement banalisées pour notre société. Tu te demandes, mais dans quel genre de société est-ce que nous vivons? Quand tu parles de violence sexuelle ou sexiste, tu as l'impression d'être un extraterrestre. De la manière dont on te tombe dessus, on te dit que non, ça n'existe pas, c'est des réflexions qui nous viennent, alors que la réalité est toute autre. Nous la connaissons tous. Mais nous préférons vraiment vivre dans le déni. Merci beaucoup, Madame Kadiga. Alors, Monsieur Tambari, dites-moi, selon vous, comment pouvons-nous garantir que les données recueillies sur les violences sexuelles et sexistes soient utilisées de manière éthique et respectueuse des victimes? Parce qu'il ne s'agit pas aussi de recueillir Nous avons une certaine redevabilité envers ces victimes-là vers qui nous partons. Et ce n'est en aucun cas qu'elles s'ouvrent à nous, qu'elles se confient à nous et vraiment qu'elles retrouvent, comme Khadija l'a dit tout à l'heure, des histoires bafouées, qu'on raconte leur histoire et qu'elles se retrouvent bafouées ou bien indexées. Alors oui, c'est comme ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, en fait, parce que ça serait difficile, ça, c'est le respect de l'éthique qui sera à la base. Parce qu'en tant que professionnel, quand tu pars sur le terrain pour recueillir des informations, des données par rapport à une thématique, par rapport à une situation, tu devrais avoir le secret professionnel. Parce que la personne qui a décidé de changer avec toi, de parler avec toi, il faut savoir qu'elle a une identité, elle a des valeurs et tu as l'obligation de respecter cette personne. Et tu n'as pas à la juger parce que toi tu es venu écouter ou chercher les données par rapport à une situation. Donc même toi en personne, tu n'as pas le droit de juger cette personne. Parce qu'elle t'a raconté son vécu et toi, si tu viens l'exposer de manière publique et permettre à d'autres personnes de se moquer d'elle, ça c'est vraiment inhumain. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose dont je ne pense pas qu'un scientifique ou un chercheur peut partir aujourd'hui dire qu'il va collecter les données pour exposer une personne par rapport à une situation, par rapport à sa situation actuelle. C'est quelque chose qui est anormal. Et ce n'est pas bien parce que ces personnes ont une vie et il faut les protéger, il faut vraiment conserver, il faut les respecter aussi. Il faut les respecter, c'est tout ça là qu'il faut vraiment regarder. Et c'est des choses dont aujourd'hui je pense que
Et s'il n'y a pas cette approche de respecter la personne qui a décidé de te parler, qui a décidé d'échanger avec toi par rapport à une thématique, je ne pense pas aujourd'hui, si toi tu as contribué à améliorer le secteur en tant que tel, si tu vas encore contribuer à donner le courage à d'autres personnes de venir dire que moi aussi j'ai été victime. Exactement. Voilà, je vais partir raconter ma vie ou bien raconter ce que j'ai vécu comme injustice. Et peut-être cette personne va être la solution pour moi afin vraiment de me sauver ou bien de m'aider dans ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est très important de garder le secret professionnel et de ne pas essayer d'exposer les victimes face à des situations de collecte de données. Donc comme Kadi l'a dit, n'est-ce pas, tout à l'heure, pour aller sur le terrain recueillir ces données-là, c'est tout un système. Si je me rappelle bien, les VBG, les violences sexuelles ont tout un processus. Donc vraiment les activistes, Baba, et je te laisse ta féministe. Et sincèrement, bien dommage aujourd'hui, on a avec l'avènement des réseaux sociaux et les coachings. Parfois on se retrouve à avoir des histoires, genre les personnes même qui ont raconté des histoires, leur identité, être partout sur les réseaux sociaux. C'est bien dommage et je pense que la formation et la sensibilisation ne doit pas être seulement au niveau des victimes, mais au niveau également des personnes qui collectent ces données. Il faut faire très attention à ce que vous partagez parce que c'est des personnes qui confient leur vie et vous devez de respecter cela. Exactement. On revient très vite avec vous, Madame Khadija, ma féministe préférée. Comment pouvons-nous garantir que les données collectées prennent en compte les expériences diverses et intersectionnelles des victimes de violences sexuelles et sexistes? Je pense que là, c'est de la base, en fait. C'est de la base. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que dans tout le processus, il faut justement que tout le processus soit inclusif et intersectionnel. Exactement. Ça permettra de toucher l'ensemble des personnes, des survivantes, comme on le dit, et ça permet à ce que le résultat qu'on aura représente également toutes les personnes, toutes les survivantes avec leurs histoires. Et c'est ça. Et après également, cette utilisation-là, c'est comme Barry l'a dit et que tu disais tout à l'heure, il faut une utilisation éthique pour justement garantir le respect de ces histoires et surtout l'intersectionnalité de vie. Une utilisation éthique suppose qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, je peux dire des analyses ou des remarques ou des avis personnels. La personne, ce que tu penses ou ce que tu vis, ça n'engage que toi. Que toi, exactement. Mais au moment où tu es en contact des données, où tu dois les utiliser en tant que personne clé, en tant qu'acteur, parce que tu as une responsabilité, parce que tu as un rôle à jouer, tu gardes tes avis personnels pour toi. Exactement. Tu ne juges pas donc. Tu ne juges pas et tu ne donnes pas des interprétations pour pouvoir prendre des décisions ou véhiculer des messages. Tu restes dans le cadre professionnel et tu fais le travail pour lequel tu as été identifié, tu as souhaité faire le travail. Parce qu'on ne va pas te prendre, être en charge de quelque chose si tu n'as pas envie de l'être. Ça veut dire que tu as manifesté la volonté de travailler sur ça qui te mettra en contact avec les données. Si tu as un problème, dès le départ, tu ne le fais pas, tu ne t'engages pas. Exactement. Et je pense que c'est également une responsabilité de nous, organisations, que ce soit étatique, que ce soit société civile et à tous les niveaux, d'avoir un suivi, un renforcement de capacité de nos agents, de nos techniciens qui travaillent avec ces données pour s'assurer que ce soit des personnes qui respectent les politiques, qui respectent les procédures de nos organisations, de nos façons de travailler, de nos réglementations, qui en elle, il n'y a aucune organisation aujourd'hui, quand tu prends les politiques, ne sont pas inclusives et intersectionnelles, il n'y en a pas. Mais on a des agents problématiques qui travaillent. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un travail à plusieurs niveaux qui nécessite également un suivi régulier pour s'assurer que ça soit vraiment éthique et intersectionnel. Ces données et ces histoires vont respecter le ressenti et tout un chacun. Des histoires et des victimes qui vont être recrutées. C'est vraiment un travail
minutieusement qui doit être faite au sein de nos organisations, au niveau individuel également. J'insiste, au niveau individuel également. Quand on s'engage à faire un travail, il y a également ce qu'on appelle l'auto-formation. Il faut se questionner et savoir si on peut faire le travail de manière éthique ou pas. On peut se former, on peut travailler sur nos propres biais. Pour ne pas nuire, justement, Babs disait tout à l'heure, pour ne pas nuire aux survivants. Parce que c'est ça, l'ensemble des actions, l'ensemble de cette étude et tout ce que nous voulons faire, en réalité, c'est pour les survivants. C'est pour sécuriser les survivants. C'est pour construire un monde meilleur pour les survivants et que celles qui n'ont pas déjà été victimes ne deviennent pas également des survivants. Donc l'ensemble des actions, nous devons garder en tête l'intérêt et les mettre au centre. C'est-à-dire, on ne nuit pas. Exactement. Merci beaucoup. J'espère que le message est très bien passé. Alors, Monsieur Tambari, je vais vous demander un dernier mot parce que nous sommes... c'est un débat fascinant. Sincèrement, c'est un débat, si on s'accorde, on ne va pas finir. Les violences, on va tellement parler, on ne finira jamais. Alors, malheureusement, on va vous demander un dernier mot et j'aimerais bien que vous fassiez ressortir dans votre dernier mot les pistes d'amélioration, les pistes d'avenir vraiment que vous nous proposez en tant que sociologue pour cette campagne que nous menons. Alors, pour cette campagne, quand on va parler des pistes d'amélioration, des pistes de solutions par rapport à cette thématique, moi je pense qu'il y a une amélioration ces dernières années parce que si tu regardes l'environnement dans l'écosystème, aujourd'hui tu as beaucoup de structures, de jeunes qui sont là pour lutter contre la question des violences sexuelles et sexistes. Et ça c'est un point qui est très important par rapport à l'influence sur le comportement des personnes face à certaines attitudes sur les violences sexuelles et sexistes. Il y a beaucoup de ONG qui font des campagnes de sensibilisation dans les différentes communes, dans les communes éloignées même, pour sensibiliser la population sur le comportement des violences sexuelles et sexistes. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, il suffit juste de prendre le courage et essayer d'avancer pour essayer de franchir la porte, pour dire que je fais mon combat pour cette cause et non parce que les autres vont me juger. Parce que si toi, en tant que personne qui est là pour la défense des droits de la femme, qui est là pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, tu vas te dire que je vais parler à la maison ou bien avec mes amis, mais j'ai peur de sortir pour dire ça ouvertement parce que la société va me juger, va me condamner, mais il faut te rappeler que tu es en train encore de laisser une victime qui est là derrière parce qu'elle t'attend au tournant pour lui apporter son soutien. Donc c'est quelque chose dont vraiment moi je me dis qu'il y a une amélioration et les pistes de solutions c'est de multiplier les actions au niveau des structures pour pouvoir sensibiliser au fin fond du pays, les différentes communes, la population et chercher la collaboration au niveau local avec les autorités au niveau local, que ce soit les leaders religieux, coutumiers, les chefs traditionnels et tout pour les sensibiliser afin d'être des acteurs aussi du changement dans les différentes communes. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Tambari, merci Malika. On va aller très vite avec Khadijatou qui va nous donner son dernier mot. C'est vrai que la discussion elle est très bien écrite, mais il est temps de se dire au revoir. Donc je vous laisse Madame Khadijatou. Non, on peut se tutoyer. Ok, je te laisse nous dire ton dernier mot avant qu'on clôture. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Mon dernier mot, j'ai envie vraiment de répondre, c'est le slogan de la campagne. Pour dire vous n'êtes plus seul et vous ne serez d'ailleurs plus jamais seul. Et c'est ensemble qu'on va construire ce monde où il n'y aura plus de violences sexuelles et sexistes. Ce monde où on aura juste le droit d'être nous-mêmes, d'être des femmes. Tout simplement. Tout simplement. Et ne pas s'inquiéter quand je sors parce que je ne sais pas. Parce que selon quelqu'un qui est en face, je ne devrais pas sortir à telle heure. Parce que quelqu'un qui est en face, je ne devais pas m'habiller de telle façon. C'est pour savoir que ni l'habillement, ni le temps de sortie ne constitue un oui ou un consentement ou une raison pour subir des violences sexuelles ou sexistes
dans nos sociétés. Merci Madame Khadijatou, merci aussi à Babs Magaji. Alors nous sommes à la fin de cette petite discussion et c'est vraiment une question qui nous tient à cœur. C'est une campagne, je me dis, qui intéresse, qui implique tout le monde. Comptez pour toutes, que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit le voisin, l'ami ou juste celui que je croise, nous avons tous, même si c'est de manière indirecte, quelqu'un que nous connaissons qui a été une victime, que ça soit de parole. C'est pas seulement les coups, la violence c'est pas seulement les coups, que ça soit une parole déplacée, que ça soit un regard déplacé, c'est pas que les coups. Avant même que ça n'arrive au coup, essayons vraiment de l'éradiquer, essayons de trouver des solutions. Merci à vous Babs, si tu as quelque chose à dire, je te laisse la parole, comme ça nous allons clôturer en beauté. Exactement, Malika. Merci. Je trouve que tu as tout dit. Franchement, tu as résumé le débat. Merci. Enfin, pas le débat, mais les différentes interventions. Merci, Khadijatou. Merci. Merci, Tambari. Et je vous rappelle que vous n'êtes plus seul. Exactement. Et la voix de tout un chacun compte. Exactement. Ne restez plus à la maison. Gardez vos problèmes pour vous-même dans ce genre de cas. Parlez, vous avez le droit et vous avez des personnes comme Khadijatou qui sont toujours là pour vous. Exactement. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Inch'Allah. Merci, au revoir.